Raphaël Gaillard, académicien, normalien, médecin et professeur de psychiatrie à l'université Paris-Cité, a pris la parole lors de la convention annuelle 2024 de France Processus. Il est intervenu sur le thème de l'homme augmenté et a présenté les effets de la technologie sur la santé mentale. Bonjour, merci à tous pour votre invitation. Alors, on va faire un petit pas de côté pour parler d'une part de santé mentale et d'autre part des effets de la technologie sur la santé mentale. D'où partons-nous déjà? Quel est l'état actuel des choses? Les troubles psychiques, troubles mentaux, maladies mentales concernent en fait à peu près toutes les familles. La schizophrénie, c'est 1% de la population générale, les troubles bipolaires 2%, la dépression, c'est une personne sur 5 sur vie entière. Si je donne un autre chiffre, l'OMS considère que ce sera bientôt la première cause de handicap dans le monde et le suicide, c'est à peu près 1 million de vies perdues chaque année dans le monde. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer demain ? En matière de lien du cerveau et de la technologie, on peut difficilement ne pas parler de l'initiative d'Elon Musk qui a fondé en 2007 Neuralink, qui aujourd'hui a déjà implanté 2 patients. Son projet, il le dit très explicitement, c'est de considérer que l'enjeu n'est pas tant la concurrence que l'hybridation. Je vais vous montrer plutôt ce qu'il faisait chez le singe avant. Donc là, vous voyez un petit primate un jour qui consiste à rattraper une balle avec une sorte de raquette électronique. Alors la particularité, c'est que ce petit singe, il a dans le cerveau des électrodes, et ces électrodes, elles mesurent en permanence l'activité cérébrale, et le rôle de l'interface cerveau-machine, c'est en fait de faire correspondre à cette activité électrique à la commande motrice. L'idée étant en fait de se passer du mouvement pour prendre la commande motrice dans le cerveau lui-même. Et donc, au bout d'un moment, vous voyez qu'il peut jouer tout seul au tennis par la seule pensée. Mais il faut savoir que mettre du matériel dans le cerveau d'êtres humains, c'est quelque chose qu'on fait de longue date. C'est même une invention française, c'est une invention d'un neurochirurgien grenoblois, Alim Benhabib, qui a inventé cette technique consistant à implanter dans le cerveau de patient, il y a une maladie de Parkinson, des électrodes. Voilà un patient qui a une maladie de Parkinson. Et ce patient a les électrodes que je viens de vous montrer dans le cerveau. Là, il vient de l'allumer et donc, vous voyez le tremblement qui s'arrête en quelques secondes. Vous voyez le visage qui s'anime. En fait, mettre des électrodes dans le cerveau de patient, ça n'est même plus de la recherche, c'est une pratique de soins courante. Qu'est-ce que ça veut dire pour le futur ? Première conséquence, ce type d'hybridation entraîne une forme de rupture de l'harmonie du fonctionnement de l'homme. L'idée qu'on augmente globalement le cerveau, elle est fausse. De même d'ailleurs, l'idée qu'on puisse télécharger la pensée, digitaliser la pensée, est tout aussi fausse parce qu'on n'a pas du tout les moyens. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut réparer une fonction correspondant au site de l'implantation ou augmenter une fonction. Et donc ce que l'on crée, c'est une forme de disharmonie. C'est-à-dire vous créez une hypercompétence. Or, l'expérience de la clinique montre que quand un individu a une hypercompétence dans un domaine donné, c'est presque toujours aux dépens des autres. Et donc on crée des individus qui ont une hypercompétence dans un champ donné et pas dans le reste. Donc on rompt l'harmonie de l'homme. Ça, c'est la première conséquence, mais finalement, c'est la conséquence la plus anodine. Elle est d'un point de vue anthropologique majeur, mais c'est la plus anodine. La plus grave des conséquences, c'est que ce cerveau, il a déjà des limites, au point qu'on considère qu'il pose problème. Alors j'aime beaucoup cette étude où on compare le codage de l'information chez le primate humain et le primate non humain, le petit singe qu'on a vu tout à l'heure. En fait, ce que vous voyez, c'est que chez le singe, le codage de l'information est un codage très répétitif, très reproductible, et ce caractère reproductible lui confère une forme de robustesse. Chez l'homme, vous voyez que le signal est beaucoup plus désorganisé, parce qu'il transporte beaucoup plus d'informations, il est beaucoup plus complexe. Mais alors ça a quoi comme conséquence ? C'est que le moindre décalage change le signal. Évidemment, quand le codage de cette façon devient plus complexe, ce que l'on montre, c'est que vous perdez la robustesse que vous aviez du côté du singe. Et en fait, on peut en conclure qu'au travers de l'évolution, nous avons choisi la puissance, l'informativité, la complexité, aux dépens de la robustesse. Ça aboutit au fait que notre cerveau, il a des bugs, et ces bugs, c'est ce dont nous faisons l'expérience sous la forme des troubles mentaux. Notre cerveau ne se supporte plus. Qu'est-ce qu'il se passera quand nous l'augmenterons ? Les mêmes causes produisant les mêmes effets, ce que je vous ai montré de l'importance des troubles mentaux ne devrait que s'aggraver. Et donc, je fais l'hypothèse
que nous devrions connaître bien davantage encore de troubles mentaux à l'avenir. Évidemment, on peut essayer de penser à des perspectives qui pourraient nous en prémunir. La première, évidemment, conclusion que j'en tire, c'est qu'il faut absolument accélérer la recherche dans ce champ. Comment on peut penser les choses autrement? Voilà comment moi j'ai réfléchi. Je suis parti de cette étude qui m'avait beaucoup impressionné. C'était dans un amphithéâtre. En fait, on faisait passer une sorte de triviale poursuite à des étudiants. Il faut répondre à ces questions sur un ordinateur. Et après avoir répondu à toutes ces questions, on vous donne la correction, en fait, les bonnes réponses. Une fois que tout le monde a ça, eh bien, on randomise les étudiants pour que la moitié d'entre eux aient l'instruction suivante. Sur votre ordinateur, nous avons la main, nous effaçons le fichier sur lequel vous avez inscrit vos réponses. Puis on leur fait faire autre chose. Et puis quelques heures après, on les réinterroge sur ces questions qui n'étaient pas simples quand même. On s'intéresse à leur capacité en mémorisation des informations. Eh bien, on constate que ceux pour lesquels on avait annoncé la suppression du fichier ont une meilleure restitution des informations que ceux pour lesquels on n'a pas annoncé la suppression du fichier. Évidemment, ça a donné de grands débats autour de l'appauvrissement par la technologie. Vous voyez bien que dès que c'est disponible quelque part par la technologie, vous appauvrissez l'homme, il y perd sa culture. Alors tout le monde disait la technologie, l'effet Google, c'est catastrophique, etc. Moi j'ai lu ça et ma mémoire est ainsi faite que ça m'a fait penser à un mythe très important à mes yeux, qui est le mythe de Teut. C'est un dieu égyptien qui invente toutes sortes de choses, dont l'écriture. Et il vient voir le pharaon du moment, qui est Tammuz, et il lui dit « Pharaon, mon invention augmentera l'homme de la mémoire de tous les autres. » Tammuz lui répond « Tu te trompes, ton invention ne fera qu'affaiblir l'homme puisqu'il n'aura plus besoin de se souvenir. » Je lis l'étude sur l'effet Google, je pense le mythe de Teut, et je me dis mais en fait la critique est exactement la même. C'est-à-dire qu'écrire, c'est déposer hors de soi son savoir, et d'ailleurs lire, c'est le réincorporer, c'est-à-dire un processus d'hybridation. Mais cette première étape d'externalisation, elle a les mêmes défauts que ceux que l'on attribue à la technologie. Et donc en fait, on est en train de reprocher à la technologie quelque chose que l'on reprochait de la même façon à l'avènement de l'écriture. Et alors moi, ça m'a fait penser que, en fait, en matière d'hybridation, la grande hybridation de l'humanité, c'est l'avènement de l'écriture. Donc vous suivez mon raisonnement. Au fond, l'hybridation technologique dont je vous parle n'est qu'un écho d'une grande hybridation qui était celle de l'avènement de l'écriture et de la lecture. Puisque ça a certes eu des effets secondaires, mais ça a été une grande réussite à l'échelle collective, à l'échelle de l'humanité, nous devrions nous en inspirer pour nous préparer à l'hybridation du moment. Mais il se trouve que le principal argument vient de l'intelligence artificielle elle-même. Parce que, on ne le dit pas, mais le triomphe de l'intelligence artificielle, il vient de la lecture. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle du moment? C'est une imitation de notre cerveau, mais une fois qu'on a un réseau de neurones, il faut l'éduquer, ce réseau de neurones. Et comment on éduque un réseau de neurones? Eh bien, les dernières IA, elles ont été éduquées par quoi? Par le fait d'avoir lu des millions de pages. Nous avons une démonstration in silico de la puissance de la lecture. Et le paradoxe étant qu'au moment où l'IA devient intelligente en lisant, eh bien nous regardons des images. D'où mon invitation à nous armer pour l'hybridation technologique par la lecture. Tout ce que l'on fait par là, ça ne tient pas par la culture, mais par le fait que ça a donné une forme à votre cerveau. Bref, l'enjeu donc, c'est de s'armer pour l'hybridation technologique, pour la réussir au mieux, et je pense qu'il y a moyen d'en faire quelque chose dans cet univers où la santé mentale sera de fait notre risque systémique. Merci pour votre attention.